Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à une autre émission de Brochu en direct de ce lundi 20 juin 2022. Ce soir, pour vous, j'ai avec moi Jean-Jacques Nantel qui va venir nous parler des solutions qu'il envisage pour la crise qui se pointe le bout du nez. On n'a qu'à suivre là, le dossier ukrainien à Radio Infocité et tous les phénomènes là, que ça crée actuellement en Occident. L'inflation, les taux d'intérêt qui commencent à monter, les crises alimentaires qu'on prévoit un peu partout dans le monde si le dossier ukrainien ne se règle pas au plus vite. Bref, on a un commentateur à Radio Infocité qui a produit plusieurs vidéos sur cette crise-là. Une crise non seulement économique, militaire, alimentaire, mais une crise environnementale. Alors, ce soir, pour vous, j'ai Jean-Jacques Nantel et le titre de l'émission, « Solutions d'urgence pour affronter la crise qui commence ». Monsieur Nantel, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, c'est... Bon, je vais vous dire quelque chose qui est assez intéressant, c'est que moi, il y a des gens qui me disent « Bon, on sent que tu parles de la crise dans ton livre, dans 20 vidéos, où tu parles de la crise avec L majuscule, A majuscule, la crise. » Et ils disaient « Évidemment, si tu parles de crise et que tu laisses aller les choses, un jour, la crise va arriver. » Ben oui, c'est vrai que si on pense comme ça, mais la crise dont moi je parle, mon livre, je l'ai écrit en Chine, en réaction au fait que les Chinois à qui je disais qu'il y avait une crise environnementale grave, qui menaçait toute l'humanité, que la planète était malade, qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils étaient en train de faire, tout saccager la Chine pour faire des industries, les gens se promenaient avec des masques, tout ça. Puis là, j'ai écrit mon livre en Chine. Puis quand je suis revenu ici, ben là, j'ai commencé par servir le peuple québécois en faisant des vidéos sur la géopolitique sur le Québec. Ensuite, j'ai fait mes 20 vidéos sur la crise, qui étaient toutes planifiées. Ben, c'est vrai que j'ai introduit quelques vidéos là-dedans là, qui étaient produites par l'actualité. Mais tout ça pour dire que quand j'ai fini mes 20 vidéos, ben là, j'ai commencé à faire d'autres choses à faire de ma vie. Puis j'ai arrêté de faire des vidéos là-dessus en 2019, je crois. Bon. Mais parce que M. Nantel, oui. C'est pas de la crise qui commence dont je parle. C'est d'une crise environnementale absolument générale, une crise qui dure en fait depuis des centaines de milliers d'années et surtout depuis 10 000 ans quand on a inventé l'agriculture. C'est une crise d'origine environnementale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la société humaine, on est des parasites, les animaux sont tous des parasites, ils ne produisent pas d'énergie, c'est les plantes qui le font. On est des parasites de l'environnement naturel. Et l'environnement naturel, tant qu'il peut supporter tout ce qu'on lui fait, ben ça va, ça paraît pas trop pour ceux qui détruisent tout, parce que c'est eux qui mangent tout, qui détruisent tout à leur profit. C'est ce qui est arrivé avec toutes les espèces. D'ailleurs, les espèces massacrent tout l'environnement quand elles le peuvent, surtout quand elles arrivent dans un territoire où il n'y a pas de prédateurs. Bon, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est encore pire avec les êtres humains, parce que nous, on a inventé la culture, on a inventé l'agriculture. L'agriculture a été tellement efficace pour renforcer l'être humain, l'agriculture et l'élevage, que de nos jours, 40% des terres émergées sur la planète sont occupées par l'humanité, utilisées par l'humanité pour ses besoins. Alors qu'il y a on évalue entre 40 et 100 millions d'espèces sur la planète. Pour une espèce, ça fait un assez bon pourcentage, n'est-ce pas? Bon. Alors ça a été le problème qu'on a eu, qui a été créé, la crise environnementale dont je parle, qui est tout à fait générale, qui est très ancienne. Ça s'est encore empiré quand le monde industriel a été créé en Angleterre il y a 250 ans environ. Ça a commencé en Angleterre, puis ça s'est répandu, c'est un phénomène culturel, à l'échelle de la planète. Alors, le monde industriel, lui, si l'être humain, on est des parasites de notre activité industrielle, notre monde industriel, je vais mettre l'image numéro 1, ça va être évident pour les gens. Nous, les êtres humains, surtout les classes supérieures, on est les parasites du monde industriel. Et le monde industriel, c'est un parasite des environnements naturels. Alors, tout a bien fonctionné avec les environnements jusqu'à ce qu'ils se mettent à crever. Puis aujourd'hui, on peut plus mettre ça en doute, là. Écoutez, les environnements qui nous nourrissent, qui nous fournissent l'eau, la nourriture, tout ça, là, ils s'effondrent de nos jours. Les espèces disparues se comptent par milliers.
presque certainement par millions, mais on ne s'en rendait pas compte quand on les détruisait en mettant de l'agriculture. Mais c'est probablement par millions qu'elles ont disparu. On sait, puis ça c'est certain, que le nombre d'individus par espèce a diminué un peu partout sur la planète. Alors, les espèces existent encore, mais elles ont beaucoup moins les océans sont pollués, il y a des grandes flaques de paquets de plastique, il y a des îles inhabitées dans le Pacifique, toutes les plages sont souillées par du plastique, des bouteilles de coke, toutes sortes de cochonneries. C'est des choses évidentes, là. Les forêts brûlent, les glaciers reculent vraiment, les ruisseaux là, sont tous pollués. Il y a une crise environnementale à l'échelle de la planète, puis là, ça devient évident. Bon. Et là, vous parliez de la révolution industrielle, puis vous m'aviez déjà fait noter aussi, c'est l'ère du pétrole. Je ne sais pas si vous alliez là-dedans, là, mais continuez. Ça va accélérer le tout. Oui, il faut accélérer. Écoutez. Non, qui va accélérer le tout, M. Nantel. Oui, le pétrole. Et là, aujourd'hui, en 2022, là, on manque de tout. Et ça, c'est pour donner de la richesse à 1,5 milliard de riches au maximum. Là. Il n'y a pas plus que ça sur la planète. Avant, on était seulement à l'Occident, on était à 700-800 millions. Aujourd'hui, il n'y a pas plus qu'un,5 milliard de riches. On manque de tout, on manque d'eau. On manque d'eau. Les nappes phréatiques sont vides ou sont polluées. On manque de sable, on manque de terres agricoles. Les terres agricoles commencent à se détériorer parce qu'on a mis trop de cochonneries dedans pendant des décennies. Puis là, le nombre de terres, le pourcentage de terres agricoles diminue. On manque de fertilisants, on manque de terres rares, c'est rare. On manque de pétrole, de gaz, etc. Là. Puis ça, c'est pour maximum 1,5 milliard de riches. Or, moi, j'ai vécu sur 4 continents, je peux vous le dire, les 6 à 7 autres milliards d'êtres humains, là, c'est 6 milliards parce qu'on est 8 milliards, ça devrait monter à 9 milliards. Les 6 à 7 milliards de pauvres qui habitent sur le reste de la planète, là, ils veulent rien savoir de l'argument qu'ils doivent modérer leur enrichissement parce qu'il faut sauver la planète, puis les petits oiseaux vont mourir. Ils s'en foutent. Puis la réponse qu'ils vous disent, après s'être amusé, là, à un moment donné, choc, ils disent, écoutez, là, vous les Occidentaux, là, vous en avez profité de la richesse pendant 250 ans avec vos industries, c'est notre tour. Oui, mais c'est pas possible. Ah, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est le problème de l'Occident qui diminue leurs usines. Vous voulez sauver l'Occident, vous voulez sauver les... Bon. Alors, ils ne veulent pas. C'est 0, 0, 0. Quand je dis 0, là, c'est 0 pointé. C'est niet, nunca, Hamas, tout ce que vous voulez, 0, fini. Bon. Donc, la crise environnementale qu'on est en train de vivre, qui est parfaitement évidente, va s'étendre au monde entier. Il n'y a rien à faire. Ils ne veulent rien savoir. Bon. Et ça, c'est la principale raison pour laquelle je dis que c'est impossible. Donc, la croissance économique dont on dépend dans le monde industriel pour enrichir 8 à 9 millions de riches, eh bien, elle est impossible. Bon. En plus de ça, il y a le fait que, de nos jours, à cause de l'énergie qu'on dégage, puis à cause de tout ce qu'on fait, il y a une accélération de l'histoire qui dépasse de beaucoup les capacités d'absorption des êtres humains. Les scientifiques là, qui viennent nous dire qu'on va faire de la croissance, les économistes, c'est des gens qui ont été formés dans les belles années, là, 1945-1973, on appelle les 30 glorieuses, où tout allait bien, puis l'environnement pouvait toujours en prendre, puis on pouvait repartir l'économie avec des trucs, les trucs de Keynes là, des années 30, ou les trucs de, comment ça s'appelle, le monétariste, là. Bon. Monsieur Nantel, effectivement, il y en a plusieurs, mais ça fait même il y a une vingtaine d'années, je disais ça dans certaines revues spécialisées, où on disait que les chefs d'État devront apprendre à gérer une décroissance plutôt qu'une croissance. Exactement. Parce qu'il y a moyen de gérer une décroissance pour pas que tout le monde s'entretue. Mais est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va actuellement? Écoutez, je vais faire un... Oh oui, un petit... l'humanité va survivre très facilement à l'immense crise environnementale qui commence et qui va durer des millions d'années, parce que ça va prendre tout ce temps-là pour que l'évolution recrée des espèces qu'on a fait disparaître, probablement par millions, sans s'en rendre compte. Alors, l'humanité va survivre très facilement à ça. On a survécu à bien pire que ça. Ce sont les individus qui vont souffrir. C'est-à-dire, vous, moi, c'est nous, c'est notre génération. C'est là que ça se passe. Puis ça va se continuer pendant des millions d'années. Maintenant, est-ce que ça va être aussi creux que... On ne sait pas à quelle vitesse ça va tomber. Personne n'est capable de faire de prédiction. Par contre, c'est absolument certain que la crise s'en vient. Je vous le dis, personne ne veut rien, y compris vous. Moi, je suis prêt à le faire, mais c'est du bout des lèvres. Là. Je ne suis pas sûr que je serais capable de vivre avec 10% de mon revenu. Mais les gens, c'est non.
C'est pour ça que c'est absolument impossible. Puis c'est évident, on le voit partout. Promenez-vous n'importe où, même au Québec, vous allez voir, c'est des plantations d'arbres. Il n'y a pas de vie là-dedans, ce pas des forêts. Ils replantent des forêts. Ce n'est pas des forêts replantées, c'est des plantes. On appelle ça des fermes d'arbres. Bon. Alors, c'est bon. Moi, j'en ai parlé tantôt, je les ai montrés. J'ai fait une liste de 20 vidéos sur la crise. Puis c'est de cette crise-là dont je parlais, non pas de celle dont tout le monde parle en 2020, 2022, 2023, puis qui va être, voilà, les 20 vidéos. On va les mettre dans la description. Vous voyez en bleu, là, vous avez qu'à prendre ça, vous allez les trouver sur YouTube. Bon. Maintenant, la crise dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est celle de 2022-2023. Notre pic de richesse, quand les environnements pouvaient absorber tout, là, ça s'est produit en 1972, après les 30 Glorieuses, qui sont passées de 45 à 73. C'est avant la crise du pétrole de 1973. À partir de ce moment-là, il y a eu une crise, puis notre niveau de vie s'est mis à baisser sans que les gens s'en rendent trop compte. À cette époque-là, comme vous le disiez vous-même, un salaire, le salaire du mari, la femme restait à la maison, il y avait 3-4 enfants, puis tout fonctionnait bien, puis les envoyer à l'université. Aujourd'hui, il y en a 2 qui travaillent, puis ont de la misère à arriver. Maintenant, là, il y a eu des crises, tout ça, il y en a eu différentes, mais le niveau de vie a tranquillement baissé, surtout en Occident. Là, il y a eu la crise des dot-com, vous savez, dot-com d'Internet, en 2000-2001. Elle a été tellement grave que pour relancer l'économie, les gouvernements ont baissé les taux d'intérêt pour essayer de relancer l'économie. Parce que si vous baissez les taux d'intérêt, les gens peuvent emprunter facilement, puis ils peuvent investir dans leur business, les gens peuvent bâtir des maisons. Puis ça a bien fonctionné pendant un bout de temps, parce que c'était assez nouveau comme façon de faire. Il ne faut pas arrêter d'imprimer de l'argent. Puis là, évidemment, comme l'argent ne coûte pas cher, tout le monde s'endette à fond. Quand vous payez, si vous mettez l'image numéro 3 que je vous ai donnée, ça, c'est une image qui est très intéressante. Vous avez ici, en 1981, les taux d'intérêt ont atteint 20,61 %. Mais ce n'était pas grave, ça a redescendu après, ce n'était pas grave parce que les environnements pouvaient encore le prendre, puis c'était les lois économiques de l'être humain, on se foutait du reste parce que ça fonctionnait. Quand on s'est rendu en 2001, la crise des dot-com, ils ont été obligés de baisser pour 2002. En 2004, on était rendu à 1 % d'intérêt. Mais regardez ce qui s'est passé en 2007 avec la crise des subprimes. La crise des subprimes de 2007, c'était dû au fait qu'ils ont remonté les taux d'intérêt, pas à 20,61 %, à 5,25 %. Ça a été le maximum. Puis là, ça a été une crise généralisée parce que les gouvernements, les entreprises, les individus, les familles se sont mis à emprunter de l'argent qui ne coûtait rien, puis à l'investir dans des maisons, à la bourse, ils rachetaient leurs actions. Alors, le résultat, c'est que les gens, les pauvres notamment, ils ont mis leur maison sur le marché pour s'en débarrasser parce qu'ils ne pouvaient pas payer 5,25 % d'intérêt. Automatiquement, la Banque américaine a baissé les taux d'intérêt à 0 pour arrêter la crise. Ils l'ont arrêté, ça a duré, il y a eu une petite remontée à 2,4 % en 2019, puis ensuite, ils l'ont ramené à 0 parce que ça ne marchait pas, là, ça risquait de déclencher une crise extrêmement grave. Alors, ce qui est arrivé en 2007-2008, c'était la crise des subprimes. C'était les banques avaient des quantités folles de produits dérivés dans lesquels il y avait toutes sortes de mauvais trucs d'immobilier. Puis, les banques ont fait faillite. Alors, le gouvernement américain a donné de l'argent par centaines de milliards aux banques pour les sauver avec notre argent. Ça a été pareil au Canada, un peu partout dans le monde. Alors, ça a déclenché la crise des subprimes. Puis ensuite, en 2000, là, ils n'ont rien fait, ils ont laissé aller les choses. Il n'y a pas personne qui est en prison pour les folies qu'ils ont faites en 2007-2008. Puis en 2020, mais là, vous avez eu la crise de la COVID. Là, les gouvernements, ils ont arrêté complètement l'économie, puis ils ont imprimé de l'argent à 0 % d'intérêt dont tout le monde a profité. Mais ça, c'est des dettes, il faut les payer. Alors, ce qui se passe, c'est que c'était devenu tellement fou, leur impression d'argent, qu'il y a toutes sortes de choses qui se sont jamais vues dans l'économie, qui se sont produites à notre époque, là, dans les 3 dernières années. Par exemple, il y a eu des taux négatifs. Des taux négatifs, c'est-à-dire en Allemagne, au Japon notamment, ça ne s'est jamais vu en 5000 ans que vous empruntiez de l'argent, puis on vous donne de l'argent parce que vous empruntez. On n'a jamais vu ça. C'est arrivé. Ça existe encore. Ça existe encore, ça n'a pas disparu.
Vous avez eu également, c'est la première fois que moi j'entends parler d'un temps entre deux crises qui durent 14 ans. C'est ça qu'on vient de vivre. 14 ans, de 2008 à 2022. C'est quelque chose de tout à fait inédit. Pire que ça, en avril 2020, on a été capable d'acheter du pétrole à prix négatif. Les compagnies de pétrole, ils vous donnaient un baril de pétrole, ils vous le donnaient, puis en plus, ils vous donnaient 37 $. Ça, c'est le maximum qu'on atteint. Ça, c'est fou. Ça, c'est toutes des folies dans l'économie. Ce qui est arrivé, c'est que là, on a commencé, ils ont créé toutes sortes de bulles parce que tout le monde s'est endetté massivement. Puis là, bien, ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont retrouvés avec un endettement gigantesque, puis ils ont arrêté d'acheter le pétrole avec l'arrêt de l'activité économique avec la COVID. Bien, le pétrole ne se vendait plus, fait qu'ils ont baissé les prix. C'est un problème en passant pour la raison pour laquelle ils donnaient le pétrole à taux négatif, c'était parce qu'ils n'étaient pas capables ils ne pouvaient pas arrêter les pipelines, ça ne s'arrête pas comme ça. Puis ils étaient prêts avec du pétrole, donc ils ne savaient pas quoi faire. Fait qu'ils donnaient le pétrole à n'importe qui voulait le prendre. C'est un problème d'emmagasinage. Quand l'économie est repartie, ben, ça s'est réglé le pétrole. Mais c'est parce que c'est un exemple typique de la crise environnementale dont je parle, dont la crise présente fait partie. Puis là, on arrive à des maximums. Là. Le pétrole, on a déjà passé le maximum de production, quoi qu'il fasse sur la planète. Ils ne trouvent plus des grands gisements comme celui de Gawar en Arabie Saoudite ou les sables bitumineux de l'Alberta. Ils ont beaucoup de mal à en trouver, puis la production a baissé partout sur la planète. Alors, pour vous donner un exemple... M. Nantel n'a pas juste baissé, c'est que, entre autres, l'Occident se prive d'un des principaux producteurs de pétrole qui est la Russie. C'est là que Charles Gave ou d'autres spécialistes ont dit qu'est-ce que l'Europe est en train de faire là? Ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Et là, c'est tout ce que Charles Gave, en ce moment, en France, il est cité partout. Parce que c'est lui qui nous l'a dit il y a 3-4 mois. Que font les dirigeants européens en ce moment? C'est épouvantable. En ce qui concerne le pétrole, entre autres, là, on voit qu'on est complètement aligné sur les intérêts américains, que l'Europe a complètement oublié ses intérêts là-dedans. Ouais, ils vont être vite déplier l'Europe. Il faut qu'ils sauvent la face. Puis si Poutine est un grand homme d'État, Poutine va les laisser sauver la face. Il ne leur mettra pas la face dans la mouise, là, dans la boue. Là. En tout cas. Mais tout ça pour vous dire... Je suis d'accord, M. Nantel. Moi, je pense qu'effectivement, on va finir avec le pétrole puis la Russie. Jean-Claude Pomerleau l'a dit aussi. Je crois que Vladimir Poutine va faire réaliser tranquillement à certains dirigeants, et ceux qui seront le plus rapides à le réaliser risquent de s'en tirer le mieux. C'est qu'avec la crise énergétique, les matières premières que possède la Russie, que l'Europe, pour des intérêts qu'on comprend mal, veut s'en passer, ceux qui vont allumer en premier, moi aussi, je suis d'accord avec vous, M. Nantel. Poutine est un homme d'État qui va essayer de trouver le compromis. Oui, bien sûr, il vaut beaucoup plus que Biden, Trudeau, Macron, tous ces imbéciles-là. Écoutez, l'endettement est devenu tellement grave aux États-Unis, notamment dans le monde entier, que les Américains sont maintenant à 130% de leur PIB en dette. Je rappelle que la Grèce, en 2008, a sauté parce qu'elle avait atteint 130% de son PIB en dette. L'Italie est à 160%, la Grèce, c'est pas beaucoup mieux, l'Espagne, etc. Ça va très mal. Donc, ils ont épuisé leurs munitions. Les gouvernements n'ont plus des munitions pour lutter contre l'inflation, pour lutter. Or, il faut qu'ils luttent contre l'inflation, mais ils ne peuvent pas le faire parce que s'ils montent les taux d'intérêt trop vite, là, on est rendu, ils mentent en passant, tous les gouvernements mentent sur l'inflation, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'ils disent. Là. Les économistes comme Charles Gave le disent. De la marche, etc. On a plusieurs qui disent ça. Alors, il faudrait qu'ils montent les taux d'intérêt plus haut que le taux d'inflation pour arrêter l'inflation. Bien sûr. Ils vont le faire. S'ils font ça, tout le monde va vendre sa maison, l'immobilier va tomber, la bourse va tomber, tout va tomber. Monsieur Nantel, moi, je suis entrepreneur, là. J'ai parlé en fin de semaine avec 2-3 des gars qui ont de l'immobilier. Certains en ont depuis les années 80. Eux, ils se disent, nous autres, on investit depuis 25 ans, 20, 30 ans. Donc, on a une partie de nos immobiliers qui sont déjà payés. Puis, par contre, ces vieux-là, la hausse des taux d'intérêt, là, c'est un monsieur qui me parlait, là, il dit, moi, il dit, je signe à toutes les années mon taux d'intérêt des immeubles. Il dit, j'étais à 2%.
Oui. Et là, dans quelques semaines, il devra signer à 6 %. Il dit, moi, c'est pas pire. Il dit, j'en ai une partie de mes immobiliers qui sont payés. Je vais pouvoir changer mon amortissement pour pas augmenter trop mon paiement. Mais il dit, il y en a plusieurs là qui, depuis une couple d'années, ont ouvert les valves et se sont endettés parce que le loyer de l'argent coûtait absolument rien. Et eux, là, ça va être énorme, le crash. Oui. C'est notamment le cas, et c'est tout à fait massif en Chine. En Chine, il y aurait 60 % d'appartements, d'unités de logement, là, qui ont été construits, vendus, achetés et qui sont vides. Alors, ça a été une folie en Chine. Ça ne va pas si bien que ça, la Chine. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que si, comme ils ne peuvent pas baisser les taux d'intérêt, mais qu'ils devraient le faire pour arrêter l'inflation, donc c'est inévitable, l'inflation va exploser, on va avoir de l'hyperinflation. L'hyperinflation, ça peut atteindre 50 % par jour. Il n'y a pas de limite là, quand vous imprimez. De l'argent, c'est du papier, c'est basé sur... L'argent que vous avez dans vos poches, c'est du papier, ça n'a pas de valeur. On peut imprimer des dollars, on ne peut pas imprimer du pétrole et de la nourriture. Bon, il faut l'acheter, il faut que quelqu'un la produise. Alors, il va y avoir de l'hyperinflation, c'est inévitable, puis les gouvernements le savent, mais ils mentent à la population pour ne pas avoir de problème. Si l'hyperinflation se produit, comme on dit, c'est parce que là, les taux d'intérêt vont finalement être obligés de monter, mais ils ne pourront jamais monter assez haut pour l'arrêter. Bien là, les banques sautent. Puis si les banques sautent, ben vos dépôts, là, ils vont être volés. Il y a une loi au Canada, dans tous les pays occidentaux, qui permettent aux banques, en cas de crise grave, de saisir vos biens, votre argent dans les banques, puis de sauver la banque avec ça, s'ils sont capables. Alors ça, c'est des choses qui vont se produire. Puis ça va être la même chose pour les gouvernements. Ils ne pourront plus aider le tiers-monde ou les pauvres parce qu'ils sont déjà surendettés. Si c'est 20 % de taux d'intérêt, ben les gouvernements, ils n'auront même plus d'argent à préparer les routes pour aider les pauvres. Alors, qu'est-ce qu'on fait, M. Nantel? Ils laissent aller l'inflation? Ben, c'est qu'ils vont essayer de l'arrêter en montant les taux d'intérêt. Mais s'ils les montent trop haut, il y a une récession. Puis s'ils les montent pas assez haut, il y a de l'hyperinflation. Fait que dans les deux cas, on est cuit. Il faut passer par là. Écoutez, c'est arrivé dans les années 30, c'est quand les gouvernements sont pas bons. Mais ça veut donc dire ça, ce que je suis en train de dire là. La bourse, si elle tombe, si l'immobilier tombe, les économies des gens vont disparaître. Parce que c'est l'argent. Les immeubles sont toujours là, mais l'argent n'a plus de valeur. Pour vous donner un exemple, je l'ai déjà donné parce que c'est spectaculaire. Le Zimbabwe, qui a commencé à faire 1 $ zimbabwéen valait 1 $ américain, ils ont fini en 2008 à imprimer des billets de 50 000 milliards de dollars zimbabwéens. 50 000 milliards de dollars. Bon, ça ne valait plus rien. Quelqu'un qui avait 100 000 $ zimbabwéens au début, il était riche. À la fin, ça valait 10 cents. Ça s'est passé dans la République de Weimar, en Allemagne. Enfin, on connaît l'histoire, c'est dans l'histoire. Malheureusement, nos dirigeants ne connaissent pas l'histoire. Si ce qu'on dit, que vos économies sont perdues dans l'immobilier par la bourse, c'est la même chose pour les rentiers avec leurs économies. Les pensions, le gars, il part avec sa pension de 100 000 $ tout content, mais si l'hyperinflation mange là-dedans, les personnes âgées reviennent sur le marché du travail, automatiquement, il y a un arrêt de l'immigration parce que tout le monde veut du travail, on ne peut pas faire venir d'autres gens qui viennent de l'extérieur. Ça a toutes sortes de conséquences. Alors, c'est de ça dont je parle. Je peux vous présenter l'image numéro 4 que je vous ai donnée. C'est tout ça dont je parle dans mon livre que j'ai écrit en Chine, dont j'ai parlé tantôt, puis sur lequel ça parlait de ça, c'est ça. Fait que si les gens veulent en savoir plus sur ce que j'ai à dire, il y a ça. Maintenant, quelle va être la réaction des élites quand ça va se produire, cette crise-là? C'est parce qu'il est devenu inévitable. Bien, les voleurs, les banques, les gouvernements vont tous se mettre à voler pour essayer de sauver leur peau, notamment les banquiers. Alors, les gouvernements vont taxer de toutes les façons imaginables, en changeant les virgules de place, en trichant, ou simplement, s'il y a de l'inflation à 40 %, ils vont augmenter les salaires de 20 %. Alors, les gens vont dire, ils ont augmenté mes salaires. Oui, mais vous changez votre braquette d'impôt. Fait que vous payez plus d'impôts qu'avant, juste parce que, puis vous n'avez même pas rattrapé l'inflation. On parle d'un gros problème. Alors, les banques, elles, devraient faire faillite parce qu'elles ont toutes sortes de cochonneries sur je pense à la Deutsche Bank en Allemagne, je pense qu'ils ont, en tout cas, c'est plus que le PIB allemand qu'ils ont en dette. Alors, évidemment que cette banque-là va sauter. Il n'y a pas une banque, il y en a plusieurs banques en Allemagne. Ah oui, je l'ai dit. Bon, maintenant, passons à la partie intéressante quand même. La solution pour sortir le mieux possible de la crise, pour s'en sortir le mieux possible. Bien, d'abord, il y a pour les jeunes qui sont suffisamment riches,
Il y a des choses qu'ils peuvent faire. Aller chercher des études utiles. Plutôt qu'aller étudier en cinéma, aller étudier en génie ou en électricité ou en médecine. De toute façon, on va en avoir toujours besoin. Vous allez très bien vous en sortir. Allez vous chercher le diplôme qui est utile à toutes les époques et aller chercher l'expérience qui va avec. Vous allez très bien vous en sortir. N'oubliez pas de faire des enfants. 2, 3 enfants au moins pour vous faire vivre quand vous allez être vieux. Les enfants, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Vous vous occupez d'eux pendant 20 ans quand ils sont jeunes, puis eux s'occupent de vous pendant 20 ans quand vous êtes vieux. Ça a toujours été comme ça. Ce sont les jeunes qui paient les pensions aux personnes âgées. Ça a toujours été comme ça. Monsieur Nantel. Allez-y. Les CLSC puis tout ça, là, pour les personnes âgées, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est de même? Que les vieux qui rentrent là, ils sont placés par leurs enfants. Ce modèle-là, il est disparu au Québec? Ben là, ça va exister, mais ça va toujours exister pour notamment les très pauvres, ceux qui n'auront pas d'enfants. On pourra en reparler dans une vidéo. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est correct. C'est sûr que c'est toujours des enfants qui paient pour les vieux, toujours. Il n'y a pas de... OK, je vais le dire. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, je comprends. Il n'y a pas d'entrepôt nulle part où on accumule la nourriture, les vêtements, puis les voitures que les gens vont consommer quand ils vont être à leur retraite. Ça n'existe pas. Les transferts se font par des fonds de pension où les jeunes versent de l'argent puis où les vieux pigent dedans. Puis quand vous avez un baby boom, comme on a eu un accident, bien, vous avez un fonds de pension qui augmente parce qu'il n'y a pas beaucoup de vieux puis il y a beaucoup de jeunes. Puis quand vous avez un baby bust, comme on a présentement en accident, bien, il y a trop de vieux, pas assez de jeunes, les fonds de pension se vident, puis les jeunes font vivre les vieux, comme d'habitude. Maintenant, d'autres choses qu'il faut faire, j'ai dit d'aller chercher des bonnes études utiles, de faire des enfants pour avoir une pension quand on va être vieux, développer un réseau de relations, c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on peut vivre, notamment une famille. Il faut respecter ses frères et sœurs parce qu'on s'entraide entre frères et sœurs, puis etc. Ça, c'est très important. N'oubliez pas de payer tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Je parle aux jeunes. Payez votre maison, payez vos meubles, il faut tout payer. C'est très important. Il ne faut jamais faire de dette. Il faut que les jeunes abandonnent l'idée de jouer avec une carte de crédit, puis de profiter aujourd'hui, puis payer demain. Payer demain, c'est fini ça. Parce que demain, là, 30, 40, 50 d'intérêt, là, ben là, vous venez de vous couper à la gorge. Alors, il ne faut jamais faire de dette. Je parle aux jeunes. En passant, c'est bon pour tout le monde. Et M. Nantel, tout le monde le dit, en crise économique, l'argent devient très rare. Exactement. Passer son argent, quand on se dit n'importe qui fait faillite, ça fait faillite à tour de bras, l'argent disparaît. Bon. Et il faut également devenir autonome, c'est-à-dire lancer sa propre business, pas dépendre de quelqu'un d'autre, d'un patron qui peut changer d'avis ou quoi que ce soit du genre. Maintenant, pour ce qui est du reste de la population, ça compte également pour les jeunes, mais il faut apprendre à vivre plus modestement, moins luxueusement, pour faire durer les ressources que vous avez. Bon. Sortez de la bourse au plus sacrant. La bourse a commencé à tomber. Elle va peut-être remonter 5-10 %, mais elle ne peut pas faire autrement que se casser la gueule avec l'hyperinflation qui, comme je l'ai dit, est inévitable. Alors, sortez de la bourse le plus rapidement que vous pouvez. Laissez le minimum, sortez votre argent des banques. Il y a des lois, je l'ai dit tantôt, pour permettre aux banques de voler l'argent que vous allez mettre dans vos banques, tout l'argent. Vous laissez le minimum d'argent dans votre banque juste pour payer l'électricité, le loyer, ça. Et si vous avez des CELI, puis des dizaines de milliers de dollars, là, un jour, si les banques ont besoin d'argent, ils vont bloquer l'entrée des banques, ils vont laisser l'inflation courir, puis ils vont payer leurs dettes avec votre argent, puis ils vont vous donner un beau papier. C'est dans la loi, ça. C'est dans la loi. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, la vidéo 8, je crois, sur la crise. Les banques sont toutes organisées, la loi est passée, ils ont le droit de le faire. Il y a quelqu'un, c'est Ford, celui qui a fait la compagnie Ford, qui a dit un jour, si les gens savaient comment fonctionne le système bancaire, il y aurait une révolution demain matin. C'est complètement fou et immoral ce qui se passe dans le système bancaire mondial depuis des siècles. Enfin, c'est comme ça. Sortez votre argent. OK, il faut sortir un peu d'argent de vos économies là, de la banque. Vous sortez l'argent de votre banque, mais il faut toujours que vous en gardiez un peu, 500 $ ou 1000 $. Vous n'êtes pas obligé de le garder à votre maison, ce n'est pas prudent. Il peut y avoir un feu, un vol, etc. Mais c'est bon d'avoir un peu d'argent parce que si les banques bloquent l'entrée des gens, il faut que vous achetiez du lait et du pain, notamment pour les bébés. Alors, il faut absolument une petite réserve. Là. Ça vous prend une petite réserve de cash. Si vous... attends, il y a quelque chose ici que je fais.
Ah oui, hein, évidemment, vous ne dites jamais à personne que vous avez d'argent. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent dans les crises. C'est que les gens, ceux qui en ont, ils ferment leur gueule, ils ne parlent pas. Ils ne disent pas ça. Sans ça, ça va être la fleur, la sœur est pleurée, il va venir le voir, passe-moi 50 000, il faut que je trouve ma maison. Bon. À un moment donné, il faut savoir s'organiser pour survivre soi-même. Puis ensuite, on sauve son groupe d'amis, etc. Du plus proche au plus loin. Si vous avez investi dans l'immobilier, ça, c'est un problème, un gros problème, l'immobilier. Le Rothschild, le grand milliardaire, il disait, quand il y a du sang dans les rues, achetez de l'immobilier. À son époque, les taux d'intérêt n'étaient pas zéro. Aujourd'hui, il ne faut pas acheter de l'immobilier parce que les taux d'intérêt sont beaucoup trop hauts. Le coût des maisons, les taux d'intérêt sont beaucoup trop bas, le coût des maisons est extrêmement haut. Si vous achetez maintenant, vous êtes certain de perdre. Si par contre, vous avez déjà une maison, dans le cas de votre maison familiale, vous êtes mieux de la garder parce qu'il faut la payer, par exemple. Ça, c'est extrêmement urgent. Il faut payer toutes ses dettes. J'en ai parlé tantôt. Payer toutes ses dettes, payer le plus rapidement possible son hypothèque. Si vous pouvez renégocier, c'est difficile. Si vous pouvez renégocier votre hypothèque sur le long terme, même si ça augmente le taux d'intérêt d'1 ou 2 faites-le, faites-le. Mais sur 10 ans, là, vous allez sauver beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut absolument le faire. Mais l'immobilier, ce n'est pas le temps d'acheter. Si vous avez acheté au bon moment, si vous avez acheté longtemps, bien, vous pouvez le garder en espérant, parce qu'effectivement, après la crise, parce que la crise, ça ne sera pas une chute en bas d'une falaise. Ça va baisser, ça va remonter, ça va baisser, ça va remonter, mais ça va baisser toujours plus que ça va remonter à cause de la crise environnementale dont je parlais tantôt, puis du refus du monde entier de baisser leur niveau de vie. Ah oui, parce que M. Nantel, pour avoir parlé à un agent d'immeuble juste cet après-midi, oui. Je peux vous dire que la folerie là, des maisons qui se vendaient à 150 000 plus haut que le prix demandé parce qu'il y avait une surenchère, cette période-là tire à sa fin. Et là, les maisons sont de plus en plus dures à vendre, entre autres à cause du taux d'intérêt. Ouais, notamment en Chine. Hein. En Chine, il y a 60 millions de... Ah, mais même au Québec, là, je l'ai entendu d'un agent d'immeuble, là, c'est moins le paradis là, pour l'immobilier en ce moment. Voilà. Une chose, la notion de base, c'est qu'il ne faut pas se servir du crédit. Le minimum possible. Les intérêts sont censés tomber dans vos poches, pas dans les poches de celui à qui vous avez emprunté de l'argent. Ah, il faut se débarrasser du crédit. C'est l'inverse de ce qu'on nous dit depuis 1945. Mettez-vous sur le crédit, vous le méritez bien. Là. Ouais, Monsieur Nantel, c'est une valeur canadienne-française, ça, qu'on a perdu à travers le temps. Parce que les Canadiens français vivaient selon leurs moyens. À travers l'histoire, on n'a jamais été endettés comme on l'a été depuis les libéraux de Jean Lesage. Ben, ma mère nous a transmis ça dans ma famille, puis il n'y a pas personne qui est endetté. Moi, je n'ai jamais payé de dette. Oui, c'est pas vrai. J'ai fait des dettes, mais c'est parce que j'avais investi. Mais ça, c'est parce que c'était intelligent. Mais des dettes là, que j'achetais pour acheter du pain, jamais payé ça, puis j'ai sauvé beaucoup d'argent avec ça. Et puis l'autre chose, M. Nantel, quand vous parlez de ça, excusez-moi, puis on va continuer par la suite, mais Trudeau a brûlé il a doublé la dette du Canada en l'espace de 2 ans. Il y a plein de chiffres qui nous atterrissent en ce moment là dans plusieurs médias d'information que il s'est imprimé de l'argent ces 2 dernières années qui équivaut là à l'impression de plusieurs décennies. Et tous les gouvernements là, nous ont rendus plus dépendants puis encore plus fragiles aux crises qui s'en viennent. Oui, ben c'est les gouvernements qui sont les principaux faiseurs de dette là, actuellement en Occident. Là. C'est quelque chose. Je me souviens d'un chiffre 343 milliards le Canada de trous qu'il avait fait en 2020 ou 2021. 343 milliards. Quand Trudeau a pris le pouvoir la première fois, il dit « Je ne dépasserai jamais 10 milliards ». Bon, en tout cas, M. Nantel, c'est ça, puis on dit qu'il a endetté le Canada et nous autres, les Québécois aussi. Il ne faut pas oublier ça là-dedans. Là, on est responsable de ce que Trudeau fait. Il a dépensé l'équivalent de 40 ans. Il a augmenté la dette de ce que ça a pris avant. Là, ça a pris 40 ans pour qu'on se rende à 600, c'est 600 milliards, c'est ça. Et puis lui, on est rendu à au-dessus de 1000 milliards au Canada. C'est ça.
Écoutez, le principe là, dont je suis en train de parler, là, le principe, c'est qu'il faut se débarrasser du cash dès qu'on met la main dessus le plus possible. À part la petite quantité d'argent, là, quand les banques vont fermer brutalement, là, il faut se garder un peu de cash pour aller chercher du lait pour les bébés. Là. Mais autrement, il faut se débarrasser du cash quand il y a de l'hyperinflation le plus rapidement possible. Ça ne vaut rien. Dans la République de Weimar, là, il y avait des enfants qui se construisaient des maisons d'enfants avec des briques faites avec des sangs de Deutschmark. Bon, ça ne valait rien. Les gens tapissaient leur maison avec ça. Ça ne valait rien. Bon. Alors, il faut se débarrasser du cash le plus rapidement possible. Par exemple, si vous devez faire des réparations sur la maison que vous habitez, surtout si vous pouvez le faire vous-même, si c'est nécessaire de le faire, faites-le maintenant, avant que les prix des matériaux soient montés trop haut. Il y a des matériaux qui n'ont pas monté. Alors, c'est une façon de se débarrasser de pas mal d'argent, ça, mais de façon productive. C'est une bonne idée de faire des réserves, des biens de consommation que vous allez consommer au cours des prochaines années, par exemple des jeans. Si vous avez besoin de manteaux, des bottes, c'est une bonne idée d'acheter ça parce que là, les prix sont bons quand l'hyperinflation va poigner là-dedans. Puis de toute façon, vous allez en avoir besoin. Même chose pour la nourriture. Si vous achetez de la nourriture, il faut acheter de la nourriture, des stocks de nourriture pour 6 mois, puis au prix actuel, avant que ça monte. La nourriture qui se garde. Achetez pas de crème glacée, vous allez le perdre. Il faut vous acheter des choses qui vont durer 2-3 ans. Il y a beaucoup de choses comme ça. Tout ce qui est sec, tout ce qui est sec ne peut pas pourrir, il n'y a pas d'eau dedans. Bon. Ça, c'est un très bon placement. Si vous avez de l'or, si vous avez un surplus d'argent, par exemple, je ne sais pas, 50 000 $, 30 000 $, vous pouvez acheter de l'or. Moi, c'est ce que je ferais en tout cas. J'achèterais de l'or, de l'argent ou du platine parce que c'est encore le temps. J'ai vérifié ce matin, ça n'a pas beaucoup, ça a monté, mais ça n'a pas beaucoup monté par rapport des derniers temps, là, par rapport à la nourriture, par exemple. Alors, l'or, le JP Morgan, John Pierpont Morgan, qui a créé la banque JP Morgan, il a déjà dit, l'or, c'est de la monnaie. Tout le reste, c'est du crédit. Puis le crédit, il faut le payer. Alors, si les gens ont des surplus d'argent, ils disent, qu'est-ce que je fais avec mon 30 000 $? Ils vont me le voler, les banques, le gouvernement, ils vont voler. Alors, c'est encore légal, j'ai vérifié ce matin, c'est encore légal d'acheter de l'or au Québec, de l'or, de l'argent, du platine. C'est un bon affaire. C'est un bon achat. Si vous avez... Ah oui, il ne faut pas garder... faut pas garder d'or, d'argent, des grosses quantités d'argent chez soi. C'est bête. Il peut y avoir un feu, il peut y avoir un cambriolage, vous pouvez vous faire tuer. Je veux dire, les gens, si vous allez dire ça, puis ça se répand, ils vont vous pogner, puis ils vont tous vous péter les dents. Ça me rappelle, parce que ça m'a fait rire, il y avait un artiste au Québec dans les années 70, il s'était fait mettre des diamants dans les dents. Puis il donnait des chansons, il faisait des chansons dans des bars jusqu'à 3h30 du matin. Quand j'ai vu ça, parce qu'il trouvait que c'était spectaculaire, ça brillait au soleil ou dans les spots, j'ai dit, il va se faire casser la gueule, puis il ne pourra même pas leur donner. Il faut qu'il bûche jusqu'à ce qu'il ait craché tous ses diamants. C'est exactement ce qui est arrivé. Il ne faut pas être con. Non, mais c'est bête. C'est bête. Le gars, il sortait à 3h30 du matin dans une ruelle, je veux dire. Donc, pas de diamants sur vos dentiers dans les prochaines semaines. Non, c'est une mauvaise idée. En tout cas, c'est ça. Ah oui, si vous... Quand je dis de ne pas garder de l'or, ces affaires-là, mettez ça dans des coffrets de sûreté, mais pas dans les banques, parce que là, c'est bloqué. Vous pouvez les mettre dans des coffrets. Il y a des coffrets de sûreté privés. On me dit qu'il y en a chez la Brinks. Les caisses populaires, ça a été noté comme la deuxième banque la mieux organisée du monde par l'organisme international Bloomberg, il y a quelques années, il y a 4-5 ans à peu près. Deuxième meilleure banque du monde. Or, les caisses populaires ont très peu de produits dérivés sur leur bilan, donc elles ne devraient pas faire faillite. Depuis, elles vous appartiennent. Vous pouvez voter dans les caisses populaires. Dans les banques, c'est des entreprises privées. Ils font ce qu'ils veulent avec les patrons pour passer des lois pour vous voler. Puis quand vous découvrez ça, ben là, vous êtes en mode. Une caisse fondée sur l'épargne des Québécois, M. Nantel, des Canadiens français. Donc, ça fait de quoi de solide, ça? Par un génie de la finance qui s'appelle Desjardins. Dernière chose, il y a quelqu'un qui a donné une idée l'autre jour sur Internet qui est bonne. Il dit, si vous enterrez quelque chose de valeur, des bijoux, de l'or, comme les Romains faisaient, c'est difficile parce qu'il peut y avoir des pépines qui passent pour bâtir une maison, puis ils vont découvrir votre or. Il dit, allez enterrer ça dans les parcs nationaux. C'est drôlement brillant, ça. Parcs nationaux, ça ne bouge pas. Vous trouvez un endroit. Ah, absolument. Oui. Je le dis parce que c'est amusant comme idée. Mais gardez-vous une bonne carte.
Ouais, une bonne carte, Pour oui. s'y Parce en Europe, il n'arrête pas de trouver des trésors qui datent de l'époque romaine, près du mur d'Adrien, puis parce que les gars, ils enterraient leur or qu'ils avaient volé à quelqu'un. Puis le gars, il est mort, puis il a perdu l'emploi. Puis l'autre chose, pour ceux qui ont écouté sur la série sur Pablo Escobar, le mania de la cocaïne, lui faisait enterrer son argent, puis à un moment donné, il montre que l'argent pourrissait. Oui, en passant, l'argent, j'ai oublié de dire ça, l'argent canadien est en plastique. Oui, là, donc, on peut l'enterrer. On peut l'enterrer dans une boîte de métal parce que les rats peuvent aller mordre, je ne sais pas ce qu'ils font avec du plastique. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça s'enterre de l'or. L'or, il est inaltérable. L'argent, mon père avait de l'argenterie, puis il fait le temps qu'il nettoie ça. Au contact de l'oxygène, là, ça devient. En tout cas, c'est pas bon. L'argent, faut faire attention avec l'argent. Mais l'or, c'est inaltérable, ça reste pendant 10 000 ans. On trouve l'or dans les pyramides, puis c'est intact. Bon. En tout cas, la dernière chose que je voulais dire, le principe de base quand on traverse une crise d'hyperinflation comme celle qui commence, c'est que tout ce que vous pouvez toucher avec vos mains qui vous appartient, c'est à vous. Les meubles que vous avez, le linge que vous avez sur vous, les bijoux que vous avez sur vous, l'or que vous détenez, vous y touchez, c'est réel, c'est à vous. Ils ne peuvent pas le voler. Il faut qu'ils envoient l'armée dans votre maison pour prendre le manteau de fourrure de votre femme ou prendre la maison. Ça se fait, mais c'est difficile parce que c'est une révolution si vous essayez de voler toutes les maisons des gens. C'est ça le principe. Si vous êtes capable d'y toucher avec vos mains, c'est à vous, vous pouvez le garder. Si vous n'y touchez pas avec vos mains, c'est juste du papier avec des promesses de vous payer là, plus tard. On va saisir votre maison, mais on va vous donner 300 000, un beau papier, c'est marqué 300 000 $, ça vaut rien. Ça c'est rien. En période d'inflation, ça vaut rien. Alors, c'est le principe même de ce qui est physique, ça a de la valeur. Ce qui est des promesses, ça n'a pas de valeur. Il y aurait 500 fois, ça c'est bon, on en parlait il y a 2 minutes, il y aurait 500 fois plus d'or, des onces d'or en papier dans le monde qu'il y a d'onces d'or réelles. Il y a 500 personnes. Oui, il y a un auditeur tantôt qui l'a dit, de ne pas acheter d'or en papier, mais bien de l'or... de l'or physique. On parle d'or que vous avez dans les mains. Puis faites attention, si vous achetez un lingot, ils peuvent mettre le tungstène, pèse à peu près le même poids que l'or. Ils mettent une belle barre de tungstène qui ne vaut rien, puis ils mettent une petite couche d'or. Mais on parle d'un lingot, un gros lingot. En passant, oui. Les gens ne peuvent pas acheter un lingot d'or. Ça coûte, je ne sais pas, il faudrait que je le calcule, mais c'est 25 000 30 000 $, ça vaut très, très cher. Ah, beaucoup plus que ça. En tout cas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toutes sortes de trucs. Là. Il y a un deuxième principe. Méfiez-vous des experts. Parce que si vous allez jouer dans la cour des experts, vous allez vous faire fourrer. C'est des experts, ils savent, ils font ça depuis tout le temps, ils ont des ancêtres depuis 2000 ans, ils ont tous les trucs, ils connaissent. La bourse qui s'effondre, les gens, moi je dis aux gens, il ne faut pas que tu aies honte de toi-même d'avoir mis ton argent à la bourse et de l'avoir perdu, parce que c'est basé sur les défauts humains. À un moment donné, les gens, ils voient Tesla a monté de 5 % hier, j'ai manqué mon 5 %, OK, je vais investir demain. Ah, ça a monté de 10 %, puis là, à un moment donné, cataclac, ça s'écrase de 40 %. Puis là, il perd l'argent qu'il a gagné en allant travailler tous les matins en dessous de la pluie. Puis là, le gars, il s'en veut. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il a été joué dans la cour des experts. Il ne faut jamais faire ça. Si vous voulez jouer dans la cour des experts, devenez vous-même un expert. Après, vous irez jouer contre eux. Peut-être une chance de gagner. Pour vous donner une idée à la bourse, les vrais chiffres dont on entend parler quand il y a une récession, c'est 97 % des gens perdent à la bourse. 2 % il est à peu près kiff-kiff. Il y en a 1 % qui fait des fortunes comme Warren Buffett, qui supposément, c'est une vraie farce, supposément il a fait ses milliards en étudiant des bilans. Ah non. Bon, en tout cas, remarque comme ça. Écoutez, c'est ça que je voulais dire. Il y a des solutions dont on vient de parler pour se protéger, pour s'en sortir mieux. Puis il y a une chose importante, je vais finir avec ça. Quand vous en êtes mieux tiré que les autres d'une crise, à la fin de la crise, quand tout remonte, c'est le temps. C'est vous qui faites l'argent parce que vous avez les terrains, vous avez des maisons. Là, ça reprend de la valeur parce que tout le monde en a besoin. Alors, c'est ce que je voulais dire. Puis, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Monsieur Nantel, c'est le début, c'est ça, vous l'avez annoncé sur votre page Facebook. On va prendre l'habitude à tous les lundis. Peut-être que cet été, il y a quelques lundis qu'on va prendre des congés, mais régulièrement, là, les lundis, on va
vous et moi, là, faire des capsules sur l'actualité, justement, qui entoure cette crise-là, qui semble vouloir se pointer le nez. Et ayant fait plusieurs vidéos là-dessus, il y a beaucoup d'auditeurs qui vous connaissent justement par rapport à ce sujet-là. Bien, vous avez accepté là, de venir à toutes les semaines là, nous préparer une capsule qui va nous faire mieux comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous là dans ce qui s'en vient au niveau du monde au complet, parce que on le dit à Radio Infocité, vous aussi, il y a plusieurs aussi, c'est vraiment un changement de paradigme. On va vivre une période historique où un monde unipolaire, dirigé essentiellement par les empires maritimes anglo-saxons, est remis en question en ce moment, et ça va avoir des répercussions à tous les niveaux. Et M. Nantel, vous êtes un observateur de ce phénomène-là qui nous permet de mieux comprendre. Oui, parfait. Ben, merci de m'avoir invité de toute façon, puis on abordera les différents sujets. Vous avez parlé à un moment donné, je m'intéresserai à ce truc-là, parler de la prédiction, si on peut dire une prédiction, parce que c'est un phénomène important. Moi, j'ai toujours dit que l'immigration s'arrêterait au Québec quand l'Amérique du Nord sera pleine. Puis là, ben, avec la crise, c'est le cas. En passant, l'immigration s'est arrêtée dans les années 30. Presque arrêtée. Ça ne s'arrête jamais totalement, mais ça s'est presque arrêté. Les 55 000 immigrants par année finissent. C'est une hypothèse que vous émettez, M. Nantel, puis pourtant, si on écoute plusieurs commentateurs, tout le monde nous dit que la crise qui s'en vient va créer une vague migratoire qui, entre autres, l'Europe va être la première affectée, mais ici au Québec, on a Roxham qui peut encore dégénérer encore plus. Bref, la semaine, oui. Roxham a été créé. Ils ont fermé, je vais le répéter parce que c'est important. Ils ont fermé Roxham pendant la crise de la COVID-19. Ils ne viennent pas me dire que ça ne se ferme pas. Ils ont réouvert Roxham pour la seule et unique raison qu'ils regrettent d'avoir perdu 2 années de génocide contre le peuple québécois. Il faut rentrer ces gens-là qui sont de faux réfugiés, qui viennent d'un pays beaucoup plus riche que le Québec, avec des droits mieux protégés, les États-Unis. La loi internationale dit que quand vous êtes un réfugié, vous demandez refuge dans le premier pays sécuritaire que vous rencontrez. Il n'y a pas de raison de laisser rentrer ces gens-là au chemin Roxham. Ils ont juste à leur dire, tout le monde passe, comme vous et moi, par le chemin, par le poste de la colle. Puis là, ils vont juger. Évidemment, ce que va dire ils vont dire, dans les États-Unis, va demander là, à Plattsburgh, va demander d'être réfugié, ils sont plus riches que nous. Ça, c'est Justin Trudeau qui veut détruire le peuple québécois, une intention criminelle de surcharger nos systèmes sociaux, de nous appauvrir, nous affaiblir et ultimement de nous faire disparaître. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. On devrait en parler dans une prochaine vidéo, puis je vais vous dire pourquoi. Parfait, M. Nantel. Alors, merci et on se reparle la semaine prochaine. Merci. Au revoir.